Bon, alors on a tous entendu le PDG d'NVIDIA qui a déclaré « Les Chinois pourraient ou pourront gagner la course à l'intelligence artificielle ». Ce qui m'intéresse, et vous allez comprendre pourquoi c'est très intéressant. Le 25 avril 2025, j'avais donné une conférence à Marseille dans laquelle je parlais de plusieurs sociétés, Micron Technology, dont le cours de bourse était à l'époque, à cette période, on dit même pas à l'époque, puisqu'il y a seulement 6 mois, à $70. Micron Technology, aujourd'hui, c'est un cours de bourse à $250 USD. Pourquoi je vous dis ça en préambule? Parce que sur les marchés actions, durant les années qui viennent, vous allez avoir un regain improbable que personne n'aura vu venir, et ça va être là le talent justement des investisseurs qui l'auront compris, sur les sociétés industrielles. Et ça a déjà démarré, parce que lorsque vous regardez les cours de bourse des sociétés que je citais précédemment, donc TSMC par exemple, ou Applied Materials aux États-Unis, Micron Technology qui fournit des puces aussi, de la data, qui est même le leader dans la data. Toutes ces sociétés, on les retrouve en Chine aussi. Elles ont des croissances phénoménales depuis 2015-2020. Huawei, les semi-conducteurs chinois, les puces chinoises, cours en yuan à l'époque, 25 avril 2025, à 51 ou 52, j'ai regardé avant de tourner cette séquence, cette vidéo en renminbi, et aujourd'hui qui doit être à 118, 120 à peu près yuan, renminbi. Donc il y a plus que doublé. Il y a des sociétés justement dans les nouvelles technologies en Chine, comme Huawei, qui sont particulièrement plus grosse introduction en bourse en 2023, 3 milliards de dollars, levés, donc 20 milliards en renminbi chinois, qui sont, selon moi, des pépites et qui vont permettre justement de se greffer à des points de croissance phénoménaux, parce que pour beaucoup de sociétés, justement, même chinoises, et y compris dans les secteurs, comme je le disais, moins racoleurs, on a aussi, après TSMC, tous ces... un nouveau également, enfin, dont je n'avais pas parlé en tout cas à l'époque, mais qui est très, on va dire, très intéressant, qui s'appelle Cambricon, qui est l'équivalent, on va dire, le concurrent direct, souvenez-vous-en, parce que vous en entendrez beaucoup parler durant les mois et les années qui viennent, qui est le concurrent direct de NVIDIA. Et je présentais à ce moment-là toutes ces sociétés comme étant les valeurs industrielles, en disant l'industrie est sale, bruyante, génératrice de valeur et romantique, et on y revient toujours, parce que c'est le réel qui frappe à votre porte et qui revient finalement, vous rattrapant un petit peu et vous ramenant vers l'essentiel. Et je disais que ces sociétés étaient, disons pas les petites mains de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, les vraies sociétés industrielles, celles dont on ne pouvait pas se passer et dont le cours allait monter parce que les marchés, donc c'est-à-dire vous, moi, mais également les fonds, ceux qui font vraiment le marché, comprendraient tôt ou tard que si demain, Elon Musk, je vois de plus en plus, même dans la grande distribution aujourd'hui, il y a un partenariat avec Carrefour qui a été fait, il y a des achats entre le groupe Carrefour et Starlink. Vous allez trouver dans pas longtemps chez Carrefour des équipements Starlink, donc de Musk. Et si demain, une société ou une autre a un temps d'avance dans la technologie, par exemple, il y a quelqu'un derrière cette caméra aujourd'hui qui me filme et qui va peut-être monter cette vidéo, qui va faire des inserts, demain il y aura peut-être une société qui va proposer un équipement, un logiciel justement, qui permettra de disposer d'une caméra sur un trépied et qui, par intelligence artificielle, saura directement à la fois faire la mise au point, les réglages, filmer et monter. Cette technologie pourra être opérée par une société ou par une autre. Par contre, les pièces qui seront nécessaires à l'exploitation de cette technologie, celles-ci, ne pourront pas, par effet de surprise, si je puis dire, être fabriquées par une société ou par une autre. Ce qui se passe en Chine, c'est que vous avez donc ce Cambricon, qui est le concurrent direct de NVIDIA, qui ne peut plus se fournir chez TSMC, Taiwan Semiconductor, ni chez ASML pour les pièces les plus performantes, pour ainsi dire, en dessous de 7 ou 5 nanomètres. Donc pour toutes les pièces qui servent à faire les semi-conducteurs, qui servent à fabriquer par exemple de l'électroménager et qui font ce qu'on appelle des nœuds qui vont être à 28 nanomètres à peu près, il n'y a pas d'embargo, y compris de la part des Pays-Bas et du gouvernement néerlandais qui permet toujours à ASML de fournir donc Cambricon en pièces à 28 nanomètres, mais qui ne permet pas donc aujourd'hui de fournir les pièces les plus avancées à Cambricon. Cambricon, pour, je
me répète un peu, mais pour que vous visualisez bien les choses, qui est le concurrent direct de Nvidia, c'est-à-dire qui est l'opérateur de l'IA. Lui sous-traite beaucoup, il sous-traite à SMIC également, société chinoise dont le cours s'est envolé là aussi depuis quelques mois, et fabrique réellement le produit final, l'intelligence artificielle, celle qui va être utilisée, comme Nvidia. Nvidia qui se fournit également en puces, également auprès de Micron Technology et d'autres fournisseurs. Cette société Cambricon se retrouve en concurrence directe et il n'aura échappé à personne qu'il y a un embargo, pour ainsi dire, une animosité qui est de plus en plus croissante venant de la part au départ impulsée par les Américains. Comme je le dis souvent sur cette chaîne, la vraie course, elle se situe aujourd'hui, elle se joue entre les Américains et les Chinois de l'autre côté. Les Européens ne sont pas vraiment dans la course, en tout cas pas au succès. Mais les Européens, et surtout en l'occurrence les Pays-Bas, aux Pays-Bas, les Néerlandais ont un temps d'avance avec ASML, qui fait partie des sociétés en leur domaine qui sont les plus performantes. Les Américains disent, en substance pour résumer, il faut surtout pas faciliter la situation pour les Chinois et leur donner tout ce qui peut leur permettre de fabriquer demain et de mettre en place des logiciels et de l'intelligence artificielle ultra performante qui va concurrencer très directement nos géants, que ce soit Nvidia ou les autres. Donc si vous avez des puces ultra performantes et que vous êtes à ASML en Europe, il sera de bon augure de ne pas leur fournir et de les laisser se débrouiller. Et c'est là où il y a une société qui m'intéresse énormément, qui n'est pas cotée, qui avait prévu une IPO depuis un moment, depuis 2017-2018, qui s'appelle Shanghai Microelectronics, donc qui n'est pas cotée. Celle-ci, il n'y a pas toutes les sociétés que j'avais citées dans la conférence à Marseille et dont le cours de bourse a littéralement explosé. Et je vous ai expliqué ce qui allait se passer en quelque sorte. Je veux dire, c'est pas... N'y voyez aucune prétention de ma part parce que je ne fais pas de conseil financier, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je suis un entrepreneur qui s'exprime tout simplement sur les réseaux sociaux, parfois un petit peu qu'on a qualifié de façon arbitraire de journaliste par rapport à différentes collaborations de médias. Tout ceci, comme je l'ai dit régulièrement, m'intéresse que très peu. La seule chose qui m'intéresse est ce qui est congruent et était à cette époque-là, du point de vue des marchés et des investissements, non pas de servir une soupe qui est vous prenez pas de risque si vous investissez sur Apple, sur Meta, sur Nvidia, tout le monde en parle. Quand tout le monde en parle, c'est que c'est fini. Dites-vous bien une chose, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand tout le monde parle d'une valeur ou d'une technologie, c'est que celle-ci est terminée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui allait faire comme Apple quelques années auparavant, c'est-à-dire prendre un lead incroyable, ou comme Meta également quelques années auparavant à l'époque de Facebook, où il y a un moment où tout le monde va consommer Facebook, tout le monde va consommer Apple et acheter des produits Apple. Et je regarde, donc on est au fin d'année 2024, début 2025, et quand je fais cette conférence le 25 avril, et je me dis, bon, là où personne ne pourra échapper, sont les fournisseurs de fiches, de pièces, qui sont les plus avancés. Et on s'y met à plusieurs, avec des personnes qui travaillent avec moi, on fait des fiches, on regarde un petit peu les valeurs, l'aspect, on va dire, financier des choses, l'aspect industriel. Au gré de plusieurs déplacements, je fais des rencontres également, parfois même dans des pays sulfureux, je dirais, et je discute avec des personnes qui me laissent donc me faire mon intime conviction par rapport aux valeurs que j'ai citées. Donc il y avait Micron Technology, comme je le répète, Micron Technology, $70 25 avril, $240 aujourd'hui, cours de bourse. C'est de 70 au moment où je vous en parle à $240. Donc tous ceux qui disent non mais c'est fini, il va y avoir un krach boursier, oui il va y avoir un krach boursier, mais ne le regardez même pas. Ce que je vois aujourd'hui moi c'est qu'en effet il va y avoir un krach boursier, c'est vrai, il va y avoir des valeurs qui vont se dégonfler, et c'est toutes les valeurs que vous ne saurez pas vendre. Il va y avoir un krach obligataire également. Tous les bons du trésor américain, enfin tous les titres plutôt de dette américaine à long terme, leur valeur va s'effondrer durant les semaines, les mois qui viennent parce que les taux vont monter. Vous connaissez la mécanique, lorsque les taux montent, forcément la dette déjà émise à des taux inférieurs, la valeur de cette dette baisse. Donc sous-entendu, si vous avez de la dette américaine aujourd'hui, des titres à moyen long terme, à 10 ans, de 10 à 30 ans, et que vous avez Nvidia en portefeuille et pas d'or, que vous avez manqué le virage Cambricon, parce que Cambricon c'est pareil, en yuan chinois, au printemps à peu près, c'était à 800 renminbi.
Aujourd'hui, le cours doit être à 1004, 1005 en 6 mois. Donc, hausse de Cambricon depuis le début de l'année, de mémoire, c'est 566% depuis janvier 2025. Donc si vous avez manqué ce virage-là, que vous allez manquer les prochains, on va en parler sur cette chaîne, on va continuer à... Les choses changent et surtout n'ayez pas en matière d'investissement de philosophie. La pire des choses, ce que je vois, et c'est pour ça que moi n'étant pas, mais je dis pas de mal, attention, des conseillers en gestion de patrimoine, et il y en a des très bons, et j'en connais même, je discute avec certains qui sont très performants et qui ont de bonnes, je dirais pas méthodes, parce que justement ça va démonter ce que je dis ensuite, mais de bonnes méthodologies, de bonnes façons de voir les choses. Mais donc, si vous avez manqué ces virages-là sur les sociétés, Huawei, Cambricon, Micron Technology, Applied Materials également, et que vous avez aujourd'hui encore en portefeuille du Meta, tour de bras, Apple, Sanofi à la rigueur, tout, même un peu du LVMH, des sociétés un peu, on va dire, communes, que Total, que tout le monde, il y en a qui tiendront, toutes ces sociétés vont pas s'effondrer, attention, c'est pas ce que je veux dire. Vous avez quand même des chances, vous avez, ça c'est pas des chances, mais un risque non négligeable de perdre 20%, tout au moins pendant une période, en tout cas de subir une baisse de 20%, puisque tant qu'on ne vend pas, on perd pas. Et si vous avez de la dette US qui va aussi s'effondrer, en portefeuille, parce que les taux vont inéluctablement remarquer, je sais pas combien de milliards de dettes US, c'est 500, les investisseurs étrangers depuis 2021 sont délestés de plus de 500 milliards de dettes US. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés pour le Trésor américain. Je vous fais une prédiction, durant les prochaines adjudications, il y a des choses qui passeront pas aux États-Unis. Il y a de la dette qui passera pas sur les marchés, qui sera pas placée. Ça passera pas. Le Trésor va présenter sa dette, elle passera pas. Donc forcément, les taux vont monter. Et tous ceux qui auront de la dette à des taux inférieurs en portefeuille, ben ceux-là, les taux montent, ils ont de la dette qui est rémunérée à 3, les taux montent à... Forcément, au bout d'un moment, au fil des années, les choses s'équilibrent, hein, et donc cette dette-là perd en valeur, et vous vous retrouvez avec des actifs qui perdent de la valeur, et vous vous retrouvez avec des actions qui étaient déjà surévaluées, mais qu'on vous a incité à acheter, bien souvent que vous avez acheté vous-même, en vous disant non mais c'est solide, Nvidia j'en entends parler chaque quart d'heure dans la presse économique. N'oubliez pas une chose, c'est que les journalistes économiques, la plupart du temps, et je pourrais dire à la rigueur plus de mal des journalistes même économiques que des conseillers en gestion de patrimoine dans leur intégralité, c'est que les journalistes économiques, eux, alors, réellement, le 3/4 du temps, connaissent, mais ne comprennent pas. Ils connaissent parce qu'ils ont lu leurs confrères, qu'ils ont lu ce qui se disait à côté, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Et on le voit aussi bien sur les sujets géopolitiques, économiques que financiers. Le journaliste économique, bien souvent, qui fait partie ensuite de ce qu'on appelle le milieu, en quelque sorte, contre lequel je n'ai rien et auquel j'adhère aussi parfois, de temps à autre, médiatico-politique, a des intérêts qui sont diffus. Et c'est pour ça que je pense à un économiste, je citerai pas le nom, mais que je connais bien, qui disait dans une vidéo assez récemment, que j'ai entendu dans un short sur YouTube, mais il faut pas acheter de l'or, il faut pas acheter de l'or parce que ça ne produit rien, l'or. Mais ça produit rien, mais moi, lorsque dans une précédente conférence, alors pour le fait, c'était pour or.fr en octobre, 31 octobre, 30 octobre 2024, j'expliquais, je recommandais pas, mais j'expliquais pourquoi il convenait d'acheter de l'or à ce moment-là et pourquoi il était incontournable que le cours de l'or s'enflamme durant les mois qui viennent. On était à 2400 $ l'once, et on est autour de 4000 $ aujourd'hui, en 1 an et demi. Donc ça veut dire que vous avez d'un côté un économiste qui est bien plus diplômé que moi, qui explique qu'il faut pas acheter de l'or parce que l'or ne contribue pas au système, entre guillemets, financier global, celui sur lequel l'État, qui n'est pas forcément l'allié, même bien au contraire de l'épargnant, peut se greffer, c'est-à-dire en exploitant l'épargne pour générer parfois de la croissance, des paiements, des facturations publiques. Cet économiste explique qu'il n'est pas intéressant d'acheter de l'or pour cette raison-là, et moi, j'explique, mais sans conseiller non plus, qu'il est tout simplement le bon sens d'acheter de l'or parce que c'est la première réserve aujourd'hui devant le dollar au sein des banques centrales, et que les banques centrales achètent de plus en plus sur les marchés offshore de surcroît de l'or, que tout ce qu'on explique sur l'or,
sans mettre d'opposition hors Bitcoin, parce que je suis pas sceptique sur le Bitcoin, mais c'est notre sujet, il n'y a pas de réserve en Bitcoin au sein des banques centrales, il n'y a pas la même profondeur, il n'y a pas pas profondeur, là c'est pas adapté, mais pas le même passif, entre guillemets, sur le Bitcoin que sur l'or. Donc la situation n'est pas comparable, c'est comparable en termes d'usage où on dit régulièrement le Bitcoin est l'or numérique en termes d'usage, oui. En termes par contre d'historique et de signification, là il n'y a pas de comparaison entre le Bitcoin et l'or. Voilà. Et ça c'est encore un autre sujet. Tendancieux, mais voilà. Mais sans animosité aucune contre le Bitcoin par ailleurs. Et j'ai d'ailleurs expliqué dans d'autres interviews, c'était chez Omerta, média que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Début d'année, quand Trump était passé, on avait fait une émission dans laquelle j'expliquais que je ne voyais pas comment le Bitcoin ne pouvait pas atteindre 150 000 $ à horizon de 1 an et demi, 2 ans. Et je le crois toujours. Voilà. Après, il y aura plus de volatilité, bien sûr, que sur d'autres actifs, notamment sur l'or. Mais donc, vous avez d'un côté un économiste qui n'est pas moi et qui vous explique qu'il faut pas acheter d'or, mais au moment où l'or est à 2400, 2300, 2400 $ l'once et qu'il arrive à 4000 $, moi, au même moment, quand il est à 2003, je dis, bon, ben, il convient d'acheter de l'or parce que c'est le bon sens, c'est ce qui va préserver de la valeur. Et j'explique aussi, donc 6 mois plus tard, que les sociétés dont personne ne parle, encore aujourd'hui, personne n'en parle, peut-être que cette vidéo influencera certains, que vous allez voir d'autres personnes dire Cambricon, Applied Materials, Micron Technology, Huawei en Chine, toutes ces sociétés, regardez la croissance exponentielle qu'il y a eu ces derniers temps. Et tout le monde, au lieu de ça, va vous dire non, ben, il y aura peut-être moins de baisse sur Nvidia que sur Apple. Ces valeurs sont surévaluées, vous pouvez prendre votre risque ou tenter votre chance encore, mais comme je le dis, vous prenez un risque énorme que vous ne preniez pas sur d'autres valeurs. Mais le problème est toujours le même, si je puis dire, c'est que ce qui fait peur dans la vie, ça a toujours été la liberté. Encore plus en Occident aujourd'hui, malheureusement, on le voit d'un point de vue politique, les gens ont peur de la liberté. Ils ne veulent pas la liberté. Vous ne voulez peut-être pas la liberté, même si vous écoutez cette vidéo, je pense que vous la voulez un petit peu plus que d'autres, si vous êtes ici. Mais la plupart des gens ne cherchent pas la liberté, ils cherchent l'excuse. Et il est beaucoup plus facile de trouver la justification que la motivation ou la stratégie. Ce qui est difficile à mettre en place, c'est le plan stratégique, c'est de se jeter à l'eau. C'est pas de trouver une raison, une justification de ne pas passer à l'action. Et celui qui perd 40% lors d'un crack sur des grosses valeurs américaines qui faisaient la une des journaux, généralement se justifie très bien et peut se retrouver dans des dîners en ville avec amis ou conseillers, même les conseillers de gestion de patrimoine disent « Ouais, mais regardez, Apple, c'est quand même solide. Qu'est-ce qui aurait pu laisser présager qu'Apple perde ou que... » Mais par contre, le pari gagné sur un Micron Technology qui passe de 70 $ à 240 $ l'action en quelques mois, celui-ci généralement n'est pas salué parce que l'opinion, pas publique mais collective cette fois-ci, va expliquer que c'était risqué. Et moi je vous explique que ce qui est risqué, ça n'est pas d'aller vers l'excuse, ça n'est pas d'aller vers la justification, c'est d'aller vers l'excuse. Et qu'en allant vers des noms, vous achetez une marque, mais vous n'achetez pas un actif, vous achetez une excuse. Lorsque vous achetez LVMH comme action, vous achetez, je dis vous, mais lorsque les gens généralement achètent LVMH comme action, ou Kering ou une autre valeur de luxe, ils achètent pas une action, ils achètent une action comme ils achètent une ceinture, un manteau ou un foulard. Mais lorsqu'on achète une action, on n'achète pas un foulard, on achète un actif, on n'achète pas un vêtement. LVMH, c'est peut-être très bien faire des vêtements au même moment où l'action va baisser, le cours de l'action va baisser. Et peut-être que moi, au même moment, j'ai acheté une ceinture Louis Vuitton au moment où je vous expliquais que le cours de LVMH allait baisser. Et que d'autres économistes très connus là aussi sur les réseaux sociaux disaient sont des valeurs antifragiles LVMH, avec leur en famille là qui font des vidéos en disant il y a des valeurs antifragiles, Air Liquide, LVMH, mais qui n'avaient rien compris. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils n'avaient pas pris en considération, c'est que la situation, je l'ai ici, marché chinois, qui commence à changer de psychologie également, et pourtant parfois c'est des gens qui connaissent la Chine également, mais qui regardent les choses d'un point de vue uniquement financier.
et qui oublie le réel, qui rattrape l'économie et les situations économiques. Et à partir de là, il vous qualifie LVMH d'antifragile alors que LVMH avait bénéficié d'une augmentation de son cours de bourse absolument phénoménale durant les mois qui avaient précédé, les années qui avaient précédé. On n'était pas dans la période antifragile, on était au contraire au sommet de la bulle. Et là, c'était sur TV Finance, il y a un an environ, où je vous expliquais, je vous disais, surtout LVMH, c'est à proscrire. Pourquoi? Même si c'est une très belle firme, très belle société, jusqu'à présent très bien gérée, potentiel politique énorme également, chiffre d'affaires mondial, moins risqué que des sociétés françaises. Sur les françaises, il ne faut pas aller sur des sociétés où il y a un chiffre d'affaires centré sur la France. Mais, gros problème sur le luxe. Là, le problème, c'est pas la gouvernance, quoique, il y avait des choses aussi potentiellement à revoir, mais gros problème sur le marché. Donc LVMH subsistera par rapport à ce qu'elle est, mais à ce moment-là, c'est pas le moment d'entrer sur LVMH. Et c'est à cette période que le cours a baissé, et aujourd'hui, qui s'est stabilisé, je pense qu'il pourrait y avoir une légère remontée sur LVMH, mais à prendre avec, demi-mesure, et on en reparlera dans d'autres, on fera un sujet plus approfondi sur chaque valeur et un peu plus technique. Mais donc, l'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer que de la croissance, il y en a partout où vous ne l'entendez pas. Et la croissance qu'on vous présente comme étant de la croissance, c'est de la croissance qui a eu lieu, mais c'est pas de la croissance qui aura lieu. Et les Cambricon, les Micron Technology, les Applied Materials, il y avait la mine du Mountain Pass également, dont j'ai parlé régulièrement, là aussi en volet spectaculaire du cours de bourse. Pourquoi j'en avais parlé? Parce que c'était, je l'expliquais à cette période-là, la seule mine aux États-Unis qui exploitait les terres rares et que forcément il allait y avoir, pour des raisons politiques, protectionnistes, diffuses, variées, une envolée spectaculaire sur ces valeurs. Et aujourd'hui, ce sera l'objet même d'une prochaine vidéo, on parlera donc de toutes les valeurs qui vont potentiellement, après introduction, voir leur cours s'envoler pour des raisons fondées. Je vous dis par exemple, vous regardez Shanghai Microelectronics, demain, Shanghai Microelectronics fait une IPO, je suis le premier à mettre, entre guillemets, des fortunes sur Shanghai Microelectronics. Pourquoi? Vous voyez que je ne fais pas de conseil financier, vous ne pouvez pas l'acheter aujourd'hui, elle n'est pas cotée. Donc c'est bien, je veux dire, la preuve de la sincérité, si je puis dire, de l'analyse et du raisonnement. Pourquoi? Parce que Cambricon, qui est le concurrent direct de Nvidia en Chine, et qui produit de plus en plus en intelligence artificielle, la seule société qui sera capable à horizon 2028-2030 de lui fournir toutes les puces les plus avancées, quand on regarde, sans entrer dans le détail technique, on pourrait l'afficher dans la vidéo, quand on regarde toutes les capacités, c'est Shanghai Microelectronics. Il n'y a pas une autre société, et SMIC pour le moment, dont le cours s'est envolé également en Chine, mais c'est Shanghai Microelectronics qui va prendre toutes les parts de marché souveraines en Chine pour pouvoir fournir Cambricon, qui est le concurrent direct de Nvidia. Et si c'est pas Cambricon demain, et qu'il y a une autre société chinoise qui fabrique de l'intelligence artificielle et qui fabrique donc des logiciels d'intelligence artificielle encore plus prodigieux, avancés que ceux que produit ou saura potentiellement produire Cambricon, la société chinoise n'aura nul autre choix que de se fournir en puces, et pour avoir les puces les plus avancées, puisqu'il va continuer à y avoir, et ça va même s'accroître, un embargo de la part des US, et sur influence des US aussi de l'Europe, et donc beaucoup d'ASML, et sur Taïwan, il va y avoir des difficultés pour les sociétés chinoises, peut-être l'autre Cambricon, comme je dis, de se fournir en pièces les plus avancées. La société la plus, potentiellement la plus performante, la mieux placée pour fournir, donc la société chinoise qui va fabriquer l'IA en pièces, en semi-conducteurs, et qui va être potentiellement la société à laquelle la société fabriquant l'IA va sous-traiter, c'est Shanghai Microelectronics. Donc demain, Shanghai Microelectronics fait une IPO, en 6 mois, 8 mois, une année, le cours de bourse s'envole